En Afrique du Sud, le Parlement exonore Jacob Zuma du scandale de Nkandala. L'opposition promet de ne pas démordre. Desmond Tutu de nouveau hospitalisé. Il s'agit cette fois d'une inflammation, d'après sa fille. Puis du côté de l'Équateur, le réveil du volcan Cotopaxi fait réagir le gouvernement. Une censure de toute information en rapport avec l'éruption. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Journal sur Sika. Le président Jacob Zuma, exonéré de toute responsabilité dans la rénovation de sa résidence privée aux frais du contribuable pour plus de 20 millions d'euros. L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a utilisé mardi sa large majorité parlementaire pour arriver à ses fins. Eh bien, les députés ont approuvé le rapport remis par le ministre de la Police, dédouanant le chef de l'État, mais l'opposition a fait savoir qu'elle continuerait son combat devant la justice pour obtenir un remboursement par le président des sommes indûment dépensées. Nous demeurons en Afrique du Sud pour parler cette fois-ci de l'archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix Desmond Tutu qui a été réadmis à l'hôpital pour soigner une inflammation. Une réadmission qui intervient moins d'un mois après une hospitalisation pour une infection récurrente. En 3 mois, c'est la 3e fois que le prix Nobel de la paix retourne à l'hôpital. À 83 ans, il avait été hospitalisé 2 fois cette année à cause d'une infection récurrente, conséquence du traitement reçu par l'archevêque ces 18 dernières années pour lutter contre un cancer de la prostate, à en croire sa fondation. La fille de Desmond Tutu, Kanomfo Tutu, a précisé que les médecins ne traitaient plus cette infection, mais une inflammation. Les médecins nous ont affirmé qu'il était solide, mais pas jeune. Et de ce fait, le nombre de traitements qu'il a reçus durant toutes ces années a aussi affecté l'élasticité de son corps et sa capacité à se remettre d'une maladie. Bien sûr que nous sommes soucieux. Si nous ne l'étions pas, il ne serait pas à l'hôpital. Mais c'est bien de l'intérêt et non de l'inquiétude ou de l'anxiété concernant son bien-être. Conscience morale de l'Afrique du Sud et infatigable figure de la lutte contre l'apartheid, Monseigneur Tutu, archevêque anglican, n'a jamais véritablement quitté le devant de la scène publique. Il a critiqué sans relâche les imperfections de son pays et dénonçait les travers de l'ANC au pouvoir depuis la fin du régime raciste en 1994. To all leaders of the world, 2 millions de dollars seront alloués à l'assistance des victimes du conflit entre Bantous et Pygmées en RDC. Cette guerre a fait des dizaines de milliers de déplacés dans la province du Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. L'argent permettra à l'ONU et aux ONG de fournir des abris d'urgence, de la nourriture, des articles ménagers essentiels à plus de 60 000 personnes qui ont été affectées par cette crise. En outre, les enfants bénéficieront d'activités scolaires et un accent particulier sera mis sur le programme de réconciliation et la sensibilisation à la cohabitation pacifique entre ces deux communautés, Bantous et Pygmées. Les 2 millions viennent d'un fonds commun destiné aux crises gérées par OCHA et financé par des ambassades. En Guinée-Bissau, ils étaient un millier de personnes à manifester lundi dans le calme à Bissau, la capitale, pour exiger la reconduction du Premier ministre destitué par le président José Mario Vaz. La Guinée-Bissau, il faut le rappeler, traverse une crise institutionnelle et se retrouve sans gouvernement depuis le 12 juillet dernier. Les images. Une foule de partisans acquis à la cause du Premier ministre destitué, Domingos Pereira.
La manifestation fait suite à l'appel du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert à manifester pour la reconduction de l'ex-premier ministre. En dehors de cette manifestation, l'ancien premier ministre bénéficie également du soutien d'une trentaine d'organisations professionnelles des secteurs publics et privés regroupés en une intersyndicale. Cette dernière a enclenché depuis ce lundi une grève moyennement suivie à Bissau où l'armée était absente des rues. Domingos Pereira a été limogé le 12 août dernier par le président bissau-guinéen. Une décision contestée par le ministre déchu, évoquant les textes de la constitution bissau-guinéenne, celle-ci prévoyant que le poste de Premier ministre en Guinée-Bissau revient au chef du parti vainqueur des législatives et par conséquent le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau, dont il est le chef. Le refus du président bissau-guinéen pourrait conduire le pays dans un blocage politique qui entraînerait la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles législatives. Le réveil ces derniers jours du volcan Cotopaxi en Équateur a entraîné une réaction inattendue du gouvernement. La censure préventive de toute information concernant l'éruption. Une mesure immédiatement critiquée comme une attaque à la liberté de la presse. Le décret qui annonce la décision donne pour but de garantir la sécurité des citoyens et éviter la panique. L'état d'exception sera donc en vigueur pour 60 jours maximum et durant cette période, les Équatoriens ne pourront s'informer que par les bulletins officiels émis sur le sujet par le ministère coordonnateur de la sécurité. Ce avec l'interdiction de diffusion de toute information non autorisée par un média de communication, qu'il soit public ou privé ou via les réseaux sociaux. La mesure a crispé les médias équatoriens déjà régulièrement critiqués par Correa pour leur lien supposé avec l'opposition. Et voilà qui nous amène au Gabon. Le président Ali Bongo a décidé de verser sa part d'héritage de son père, l'ex-président Omar Bongo Ondimba, à la jeunesse gabonaise. Cette annonce a été faite dans un discours à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du pays. Il a également annoncé qu'une propriété familiale située à Libreville sera cédée à l'État et dévolue donc à l'implantation d'une université, tout comme 2 hôtels au cœur de la capitale française. Reportage pour plus de détails. Face aux trop nombreuses difficultés, accentuées par une conjoncture économique difficile, j'ai décidé, avec le plein accord de mon épouse Sylvia Bongo Ondimba et de mes enfants, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. C'est le cadeau d'indépendance du président Bongo après avoir affirmé qu'aucun Gabonais ne doit rester sur le bord de la route. Il a également annoncé que les enfants Bongo allaient céder à l'État pour le franc symbolique 2 propriétés en France ayant appartenu à Omar Bongo Ondimba. Il s'agit de 2 hôtels particuliers situés rue de la Baube dans le 8e arrondissement pour l'un et rue Edmond Valentin dans le 7e arrondissement de Paris pour l'autre. Ces biens immobiliers qui feront désormais partie du patrimoine de l'État gabonais seront affectés à un usage diplomatique et culturel, a précisé le président. Ceux qui ont eu la chance de bénéficier du soutien de leurs parents ou de l'État doivent à leur tour faire preuve de générosité, de solidarité, surtout dans les moments difficiles. La succession d'Omar Bongo, décédé en 2009 et qui compte 53 héritiers déclarés, n'est pas encore réglée. Les contours de l'héritage sont encore mal cernés, mais les actifs identifiés se montraient déjà à plusieurs centaines de millions d'euros. Dans le cadre de l'enquête sur les biens mal acquis, 2 juges parisiens enquêtent sur les conditions dans lesquelles un très important patrimoine immobilier et mobilier a été acquis en France par l'ex-président Omar Bongo du Gabon, le président congolais Denis Sassou Nguesso et le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema et certains de leurs proches.
Un petit engin explosif a été lancé sur des passants près d'une station de métro aérien dans le centre de Bangkok mardi après-midi au lendemain d'un attentat à la bombe qui a tué 20 personnes. La police recherchait mardi un suspect aperçu sur les lieux de l'attentat. La police a fait donc circuler des images issues des caméras de vidéosurveillance montrant un jeune homme vêtu d'un t-shirt jaune et d'un shirt foncé aux cheveux bruns. Ce dernier est vu déposant son banc sur un banc, donc un sac à dos sombre qui semble lourd avant de quitter les lieux. Les autorités estiment que les auteurs de l'attentat visaient les étrangers et voulaient porter atteinte au tourisme, l'un des rares secteurs en bonne santé d'une économie thaïlandaise en berne. Au moins 11 étrangers figurent parmi les 20 victimes, 4 Malaisiens, 3 Chinois, 2 Hongkongais, un Singapourien et un Indonésien ont été tués d'après la police. 6 Thaïlandais ont également perdu la vie. 3 corps restaient en outre à identifier. Puis, réunis au Caire en Égypte, les États de la Ligue arabe ont appelé mardi à mettre en place d'urgence une stratégie arabe. L'objectif d'une telle stratégie est d'aider militairement le gouvernement libyen à lutter contre les djihadistes du groupe État islamique. Voici les images. Basée au Caire, l'organisation panarabe a publié cet appel après une réunion extraordinaire destinée à débattre d'une demande du gouvernement libyen reconnue par la communauté internationale d'adopter des mesures pour faire face à la progression de l'État islamique en Libye. Ce gouvernement avait aussi exhorté les pays arabes frères à lancer des frappes aériennes ciblées contre les positions de l'État islamique à Sirte, alors qu'il est lui-même incapable de faire face à l'EI en raison de l'embargo sur les armes imposé à l'armée par l'ONU, et ce depuis 2011. La résolution adoptée aujourd'hui par les ambassadeurs du Conseil de la Ligue arabe exhorte les États arabes à soutenir la Libye individuellement et collectivement. À partir de maintenant, nous allons contacter les États arabes pour contrer des attaques potentielles de l'État islamique à Sirte. L'Égypte et les Émirats arabes unis ont mené ces 2 dernières années un nombre limité de frappes aériennes en Libye contre des positions de l'EI et d'autres milices islamistes. De violents combats ont éclaté le 11 août à Sirte, des habitants ayant pris les armes pour tenter de déloger l'EI de cette ville située à 450 km à l'est de Tripoli et dont le groupe extrémiste sunnite a pris le contrôle en juin. L'Égypte mène une bataille diplomatique à la fois à l'ONU pour pousser une intervention militaire internationale en Libye et à la Ligue arabe pour la formation annoncée en mars d'une force arabe destinée à combattre les groupes djihadistes dans la région avec la Libye en principale ligne de mire. Les chefs des armées des pays de la Ligue arabe ont tenu pour le moment 2 réunions à ce sujet et une 3e est prévue le 27 août au Caire. Mais en attendant, aucune annonce n'a été faite sur le lancement de frappes aériennes. Nous arrivons déjà au terme de cette édition.